Voilà des semaines qu'ils sont bloqués, interdits de navigation dans le détroit d'Ormuz. Plus de 600 bateaux devraient pouvoir lever l'ancre à la faveur de l'accord entre Washington et Téhéran annoncé la nuit dernière. Iran has reportedly now accepted a 2-week ceasefire. Iran says it will reopen the Strait of Hormuz during 2 weeks of negotiations. Passage stratégique, le détroit d'Ormuz permet, on le sait, l'acheminement des hydrocarbures, mais pas seulement. Un tiers du transport maritime mondial des engrais y transite. Les agriculteurs d'Asie, d'Afrique et de l'Europe sont donc directement impactés par la guerre en Iran. Hier, ces membres de la coordination rurale des Yvelines ont délaissé les travaux des champs du printemps pour alerter sur les difficultés qui s'accumulent. Avec la guerre au Moyen-Orient, là, on a les prix des carburants qui ont explosé, le prix des engrais qui ont explosé. Et là, ça nous coûte réellement de l'argent. Et déjà que les trésoreries sont plus mal, là, depuis la guerre en Ukraine, ça fait 4-5 ans qu'on s'en sort plus, quoi. En 2022, l'invasion russe de l'Ukraine avait déjà mis en exergue la dépendance de l'Europe aux importations d'engrais et de gaz russes qui sert à leur fabrication. Une réunion se tiendra à Bruxelles lundi prochain pour échafauder des solutions. L'Union européenne n'est pas autonome, souveraine en matière d'engrais. Nous ne produisons que 40% des engrais. Donc il faut progresser dans la souveraineté. Il faut un plan engrais, évidemment. Alors comment inciter à produire des engrais sur le sol européen? Quelles alternatives moins coûteuses, plus naturelles ou plus respectueuses de l'environnement mettre en œuvre? Nos trois invités pour ce débat, Benoît Biteau, bonsoir. Vous êtes paysan bio, agronome et vous êtes aussi député écologiste de Charente-Maritime. Qu'élevez-vous ? Alors j'élève des vaches, des chèvres, des chevaux de trait, des bonnets du Poitou, des poules pondeuses, mais je suis aussi producteur de céréales en grande culture, 18 espèces dédiées à l'alimentation humaine. Très bien. Et selon vous, Benoît Biteau, la hausse des prix des engrais va faire exploser les coûts de production agricole. Vous êtes bien placé pour pouvoir le dire. L'Europe est trop dépendante des importations. On avait pourtant tiré la sonnette d'alarme, ajoutez-vous, au début de la guerre en Ukraine en 2022. Emmanuel Ducrot, bonsoir. Journaliste économique pour le quotidien L'Opinion, spécialiste des questions agricoles. Selon vous, l'Europe a des plans pour développer des engrais européens, mais si on veut relocaliser leur fabrication, il faut miser sur les engrais décarbonés, et ça, c'est compliqué. On expliquera évidemment pourquoi au cours du débat. Et à côté de vous, Aurélie Catalo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice du programme Agriculture et Alimentation France à l'Institut du développement durable et des relations internationales, l'IDRI. Selon vous, on peut utiliser moins d'engrais pour un même rendement, mais la vraie question, c'est de repenser complètement, ajoutez-vous, les systèmes de production pour diminuer la place des engrais chimiques de synthèse. Et on démarre le débat avec le chiffre du jour. 30% des engrais mondiaux transitent par le détroit d'Ormuz, un détroit fermé depuis le 28 février, début de la guerre contre l'Iran. Il vient de rouvrir aujourd'hui. Le trafic des engrais venant notamment d'Inde, de Chine, du Pakistan ou du Bangladesh, très gros producteurs, va pouvoir reprendre. Benoît Biteau, c'est un soulagement pour vous ou en fait vos factures ont déjà augmenté, vous êtes déjà impacté par ce qui s'est passé? Alors moi je ne suis pas impacté parce que je n'en utilise pas. Pas du tout. Je vais parler, non du tout, mais je vais parler des agriculteurs. C'est-à-dire que malheureusement, j'aurais pu aussi prendre la citation d'Aurélie, depuis 2022, on aurait dû s'interroger de comment, quelle trajectoire on fait pour essayer de s'affranchir de cette dépendance, parce qu'on a une vraie addiction. Et donc effectivement, ceux qui n'ont pas réussi à faire cette bifurcation des systèmes agricoles et qui sont toujours dépendants des engrais, ça leur coûte énormément cher. Alors, il y a le problème de la disponibilité, mais il y a le problème du prix. Oui. Et donc là, il y a vraiment quelque chose à réinventer. Il y a les réponses technosolutionnisme qui consistent à dire on va faire des engrais décarbonés. Moi, je pense qu'il faut surtout réfléchir au système de production qui s'affranchit de ces engrais. Ouais. Mais vous avez des collègues qui ont déjà des factures qui ont augmenté. Si on c'est évident. C'est évident. Et Aurélie Catalo, en fait, on dit la guerre en Ukraine avait déjà révélé notre faiblesse vis-à-vis des engrais. Et là, c'est un nouvel avertissement avec la guerre au Moyen-Orient. Ça a mis en évidence notre dépendance aux importations d'engrais, 60% pour l'Union européenne. C'est énorme. Oui, tout à fait. Ce chiffre, il est même un petit peu plus élevé pour la France, puisque la France, elle importe 2/3 des engrais chimiques qu'elle consomme. Donc on a une véritable dépendance stratégique à l'importation sur les engrais chimiques. C'est vrai qu'on avait déjà eu des événements, des précédents aléas qui nous avaient avertis sur les risques que l'agriculture française court avec ces niveaux de dépendance. Aujourd'hui,
on a un nouvel épisode géopolitique qui nous le rappelle. Et donc, c'est vraiment important, je pense, de profiter des prochaines occasions politiques au niveau français et au niveau européen pour non pas blâmer les agriculteurs de leur niveau de consommation d'engrais, mais pour se dire comment est-ce que collectivement, on peut faire en sorte de regagner ce que j'appelle en souveraineté azotée, c'est-à-dire la capacité de l'Union européenne et de la France à répondre aux besoins d'azote avec ses propres productions. À propos de l'Union européenne, Emmanuel Ducrot, dans un papier publié hier, vous aviez des mots très très durs. Vous dites on n'a rien appris de la guerre en Ukraine de 2022. Angélisme, impréparation de la part de l'Union européenne. Ça arrive. Ça, voilà, vous êtes d'accord. En fait, il y a une chose qu'on doit dire d'abord, c'est que les plantes ont besoin de nutriments, d'azote, de potasse et de phosphate. Ça, c'est une réalité sur toute la planète et d'une manière ou d'une autre, on doit leur en donner. Alors, c'est avec des engrais comme ceux-là azotés, mais ça peut être avec des engrais organiques. Il se trouve que ceux qu'on a en Europe sont très bien utilisés. Donc, pour l'instant, on est quand même dans cette équation. Elles ont de toute façon besoin de ces nutriments qu'on rapporte d'une manière ou d'une autre. On parle de quoi? De céréales? On parle de toutes les cultures, mais on parle essentiellement des céréales, en l'occurrence, mais de toutes les cultures. Maïs. Blé, maïs, moins pour le soja. Après, on a des plantes qui en ont moins besoin. Par exemple, si on a par exemple des légumineuses, elles ont plutôt tendance à aller chercher de l'azote dans l'air et à la ramener dans le sol. Donc ça, c'est une partie agronomique de la solution, mais il n'y a rien de magique. Alors oui, l'impréparation et l'angélisme. Oui, parce que en fait, on a une double dépendance sur les engrais. On a la dépendance aux solutions azotées, c'est-à-dire à l'urée et à ses composants. Donc là, on est dépendant à hauteur de 60% en Europe, mais on a une autre dépendance, celle du gaz, parce que l'engrais, c'est un coproduit du gaz. Donc en fait, on est dans cette double dépendance. Alors, je me doute qu'on ne sera pas d'accord sur la manière de régler le problème et qu'effectivement, les engrais décarbonés ne sont peut-être pas la solution que vous préférez. Mais il se trouve que quand même, on en aura besoin de ces engrais décarbonés parce que l'autre problème des engrais azotés, c'est qu'ils sont très émetteurs de carbone dans leur cycle de fabrication et dans leur usage. Parce qu'on a une partie de cet azote qu'on apporte aux plantes qui s'en va. En Europe, c'est 40% et on est les meilleurs du monde sur la manière d'apporter cet azote aux plantes. Donc, on a, en théorie, des solutions pour faire des engrais décarbonés. Alors, soit on capte du carbone en amont, ce qui n'est pas une... on viendra aux solutions tout à l'heure. D'accord. Mais en tout cas, ça va coûter très cher. Et l'Europe ne s'y est pas préparée. D'accord. Bon, puis alors, il y a un autre problème, on va en parler avec vous trois et avec Anna, évidemment, c'est la taxe carbone aux frontières, le MACF. MACF, mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qu'on appelle aussi donc taxe carbone aux frontières, un instrument qui vise avant tout à protéger les entreprises européennes des concurrents étrangers qui n'ont pas les mêmes normes environnementales que celles qui sont utilisées dans l'Union européenne. Ce mécanisme, il s'inscrit dans le pacte vert qui doit permettre à l'Union européenne d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. La taxe, elle a commencé à s'appliquer en octobre 2023, puis elle s'est généralisée au 1er janvier 2026. Et dès lors, tous les produits importés en Europe que je vais citer, acier, fer, ciment, aluminium, électricité, hydrogène et bien sûr les engrais, tous ces produits qui dépassent les quotas d'émissions de carbone définis par l'Union européenne sont soumis à une surtaxe qui tourne en ce moment autour de 83 € la tonne de CO2, ce qui fait naturellement augmenter les prix des engrais importés et qui impacte directement les coûts de production des agriculteurs. Et d'ailleurs, les syndicats de paysans français estiment ce surcoût à 4 000 € par ferme par an. La ministre française de l'Agriculture, Annie Genevard... C'est une moyenne, 4 000. En moyenne, tout à fait. La ministre française de l'Agriculture et ses homologues italiens et croates ont donc demandé la suspension de ce texte qui leur a été refusé par Bruxelles au motif que cela pénaliserait les producteurs vertueux d'engrais européens. En revanche, la Commission envisage d'utiliser les recettes de cette taxe carbone pour amortir les chocs financiers, par exemple en stabilisant les prix des engrais. Aurélie Catalo, est-ce que selon vous c'est la bonne solution à la fois pour préserver les agriculteurs, mais en même temps nos normes environnementales européennes? Oui, il y a une taxe qui s'applique sur les fabricants européens d'engrais et le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, il vise à imposer cette taxe sur les importations d'engrais en provenance de pays tiers. Autrement dit, c'est une forme d'application d'un principe qui est assez consensuel en France, qui est celui de la réciprocité des normes. Par exemple, on dit on ne veut pas d'importation de poulets moins chers qui ne respectent pas nos standards environnementaux. Le MACF sur les engrais, c'est l'application du même principe sur
cette fois non pas un produit alimentaire, mais un intrant nécessaire à la fabrication. Donc sur le principe, ça me semble être cohérent, si on veut de la réciprocité des normes, d'aussi l'appliquer sur un produit comme les engrais. Maintenant, dire, est-ce qu'il y a eu un déficit de bonne communication, d'anticipation, parce qu'en fait, ça fait 3 ans qu'on le sait que ce mécanisme est censé s'appliquer aux engrais. On sent que vous allez dire oui. Et est-ce que, exactement, on a eu aussi un déficit éventuellement d'accompagnement des agriculteurs qui font face à l'entrée en vigueur de ce MACF sur les engrais? Oui, ça, on peut l'entendre. Par contre, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Si on veut porter la réciprocité des normes, alors soyons cohérents jusqu'au bout et on l'applique aussi sur les engrais. C'est écolo, Benoît Biteau, mais ça vient porter préjudice, là aussi, à vos collègues qui utilisent des engrais. Cette taxe-là, est-ce que vous en demandez, vous aussi, la levée? Non, moi, alors là, il faut surtout pas supprimer ce mécanisme-là. Incroyable. Parce qu'il est vertueux, c'est effectivement de la réciprocité. On peut pas demander des clauses miroirs, des mesures miroirs sur des productions alimentaires et avoir une gestion différenciée de la taxe carbone. C'est pas possible. Mais ça va augmenter, très concrètement, ce genre de taxe, ça augmente aussi ce qu'il va y avoir dans nos assiettes aussi, parce que entre les engrais, le prix des engrais et les taxes qu'on ajoute, ça va coûter cher aux consommateurs, très concrètement. Oui, ça peut coûter, mais ça constitue des enveloppes publiques, ça constitue des ressources propres pour l'Union européenne. Et moi, j'étais député européen au moment où on a réfléchi à cet ajustement carbone, et je l'ai défendu, tout simplement parce que je pense que c'est par les ressources propres qu'on trouvera aussi les moyens d'engager l'accompagnement de la bifurcation agricole pour se sortir de cette dépendance aux engrais qui viennent des pays tiers extérieurs à l'Europe. Donc c'est un mécanisme qui doit nous aider, qui doit être utilisé pour accompagner la bifurcation agricole. Parce qu'aujourd'hui, ce qui menace la souveraineté alimentaire dont tout le monde parle, c'est pas la difficulté d'accéder à des engrais, c'est pas la disparition d'une molécule, c'est l'effondrement de la biodiversité et le dérèglement climatique contre lequel on s'attaque frontalement avec la MACF. Donc il faut quand même prendre de la hauteur par rapport à ça et s'attaquer aux vraies causes de ce qui menace réellement la souveraineté alimentaire. À long terme, c'est ça. Mais bien sûr, mais l'intérêt de la MACF, c'est une projection à long terme. On n'est pas sur du court-termisme quand on fait ça. Emmanuel Ducrot, pourquoi il n'y a pas de fabricants d'engrais européens? Il y en a. Il y en a, mais ils ferment. C'est ce que vous releviez dans une enquête que vous avez faite? Oui, en France et dans d'autres pays de l'Union européenne. On a perdu en 4 ans 10% de nos capacités de production d'engrais azotés définitivement. Et on a une partie des chaînes de fabrication qui sont à l'arrêt. Pourquoi? Parce que les prix du gaz ont tellement augmenté que les fabrications ne sont plus compétitives. Et donc, en fait, on est dans un paradoxe. Parce que le MACF, l'autre aspect qui était celui de rééquilibrer, comme vous le disiez, c'était aussi de redonner de l'air aux fabricants européens pour qu'ils puissent investir dans des nouveaux projets plus vertueux, plus décarbonés. Mais sauf que c'est comme ça arrive à contre-temps. Personne n'est contre cette mesure MACF. C'est plutôt une très, très bonne idée. Simplement, elle arrive dans un contexte économique qui est tellement perturbée qu'elle est inefficiente. Et qu'on n'a pas prévu la suite, c'est-à-dire des plans d'investissement. Alors, quelles alternatives aux engrais? Vous en parliez, Benoît Biteau, est-ce qu'ils existent? Notre urine, ça serait pratique et sans limite. Pourquoi pas? Regardez cet extrait d'un reportage de France 3. L'idée peut faire sourire, mais elle est prise très au sérieux par l'entreprise Label Verte, missionnée par la région et l'ADEME pour mesurer les atouts de ce fertilisant naturel. Cette station de recherche agricole a comparé l'efficacité de l'urine avec un engrais chimique sur 4 variétés végétales. C'était très satisfaisant puisque du coup, l'urine a donné les mêmes résultats, était tout aussi qualitatif que les autres engrais déjà utilisés sur le marché. Une étape supplémentaire vient d'être franchie chez ce pépiniériste, le premier à exploiter sur ses cultures l'urine stockée depuis des mois. Dilué et transmis quotidiennement par goutte à goutte, le liquide a remplacé l'engrais biologique. C'est là où vous n'allez peut-être pas être d'accord entre Aurélie Catala-Céréaliste ou pas? Bien sûr, ça peut faire partie des pistes à explorer. Globalement, la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que l'Union européenne peut répondre à ses besoins en azote? 3 leviers. Le premier, c'est la sobriété. Les agriculteurs ont déjà fait des efforts pour réduire leur utilisation d'engrais chimiques, mais on a un objectif de diviser par 2 cette utilisation d'engrais chimiques à horizon 2050, qui nous est fixé par la stratégie nationale bas carbone. Il faut continuer dans cette voie, il faut optimiser les pratiques. Deuxième levier, ce sont les leviers agronomiques que Madame Ducrot a notamment déjà évoqués, c'est-à-dire la politique
polyculture élevage pour utiliser les effluents d'élevage et redéployer les légumineuses qui fixent naturellement l'azote de l'air. Et troisième piste qu'on peut explorer, c'est toute nouvelle technique ou technologie qui présente un bilan environnemental vertueux. Alors peut-être pour partie, posons-nous la question de est-ce qu'on peut faire des engrais décarbonés avec de l'hydrogène? Ça peut être une piste à considérer, mais il y a d'autres choses. Ça peut être le recyclage des urines humaines, ça peut être aussi le développement d'enzymes qui vont fixer l'azote dans le sol. Il y a d'autres techniques. Ça fait partie du paquet de solutions, mais par contre, il ne faut pas que ces solutions techniques ou technologiques nous privent de s'attaquer de front aux deux premiers leviers, sobriété et agronomie. Benoît Biteau, vous utilisez urine humaine ou animale, ou ça vous semble anecdotique? On voyait, Anna nous faisait remarquer la pipinière sur les toilettes de ces jeunes utopistes. Mais ça ne peut pas se faire à échelle bien sûr, mais moi je condamne pas ou je repousse pas cette solution-là. Moi, j'ai une préférence, vous l'avez dit dans la présentation, je suis agronome. Et moi, ma préférence, ça va vers l'agronomie. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui menace la souveraineté alimentaire, c'est le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Eh bien, quand on s'attaque au dérèglement climatique, on fait le constat qu'on doit reculer sur la dépendance aux engrais, parce que pour faire 1 kg d'azote, il faut, Emmanuel Ducrot l'a dit, il faut 1,5 litre de gaz ou de pétrole pour faire 1 kg d'azote. Quand on en utilise 200 à 300 kg sur des cultures comme le blé, le maïs, le colza, ça veut dire qu'avant même d'avoir tourné la clé du tracteur, on a déjà une dépendance de 3 à 400 litres de pétrole ou de gaz. Donc ça veut dire que l'agriculture... Il faut plus qu'il y ait de céréaliers, de grands céréaliers, laissez-moi finir. Ça veut dire que l'agriculture est pour le moment un problème. Elle est aussi victime du dérèglement climatique, mais elle peut être la solution si elle arrive à s'affranchir de ses dépendances. Et donc, c'est l'association, par exemple, Aurélie a ouvert la voie, c'est l'association, je fais attention, c'est l'association de légumineuses avec des non-légumineuses dans la même parcelle, que je fais depuis 20 ans. Et quand on n'a pas utilisé de pesticides, qu'on n'a pas utilisé d'engrais de synthèse, qu'on a restauré la vie du sol et qu'on a fait le choix de variétés locales et anciennes, on se rend compte que les variétés, enfin ces plantes-là, communiquent entre elles et on peut avoir un transfert d'azote d'une légumineuse qui fixe l'azote atmosphérique 80%. Les grands céréaliers adhérents de la FNSEA, ils peuvent être convaincus par ça? À un moment donné, ils vont buter. On ne peut pas, d'un côté, condamner le prix de la difficulté de s'approvisionner en engrais azotés, le prix des engrais azotés, et balayer d'un revers de la main les solutions agronomiques. Et donc, 80% de l'atmosphère qu'on respire est composée d'azote et on a des plantes qui savent la fixer. C'est vrai qu'on ne cesse de nous dire qu'il y a des potentiels effets toxiques de ces engrais. Comment se fait-il que depuis des années, on n'a pas évolué vers des engrais plus naturels? Ou pour vous, c'est pas contradictoire? Il ne faut surtout pas mélanger tous les engrais, parce que là, vous parlez d'engrais au phosphate, et là, nous, on parle d'engrais à l'azote. C'est pas la même chose. On ne parle pas du même sujet. Donc, moi, je veux bien... cadmium dans les phosphates. Oui, mais là, on parle d'azote. Non, mais oui, là, on parle de notre dépendance à l'azote. Donc, c'est pas le même sujet. Moi, ce que je voudrais vraiment dire, c'est qu'il faut se garder de laisser penser qu'il y a des solutions magiques qui pourraient fonctionner partout en France. Et selon les modes de production, selon les terroirs, on n'a pas les mêmes besoins en engrais. Selon l'agriculture française, c'est une mosaïque extrêmement complexe de pratiques, d'assolement, de rotation. Donc en fait, tout ça, c'est des transitions qui sont lentes et il n'y a pas de solution magique. Donc il ne faut pas faire croire qu'on aurait un truc comme ça du jour au lendemain en juste remettant des légumineuses. C'est quand même un petit peu plus... Mais on a perdu du temps ou pas? Est-ce qu'on aurait pu aller plus vite pour éviter ces engrais Mais en fait, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour dire que c'est en soi un problème. Il faut réfléchir il faut tirer le fil jusqu'au bout de nos productions. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'agriculture française? On a une agriculture française qui exporte des céréales. De mon point de vue, ce n'est pas un problème, parce que le fait d'exporter des céréales, c'est aussi un outil diplomatique, c'est aussi la garantie de stabilité politique dans tout le bassin méditerranéen. Et si on ne le fait plus, ce sont les Russes qui le font. Donc, il faut tirer les fils de notre modèle agronomique et de notre modèle agricole jusqu'au bout. Sur la dimension géopolitique de notre modèle agronomique? Bien sûr, de toute façon, oui, on a spécialisé les zones de la planète, et notamment le bloc russo-ukrainien, sur la production de céréales. Donc c'est sûr que sinon on n'en produit pas, eux, ils vont les produire. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'on peut produire des céréales et aussi des légumineuses, et le faire dans la même parcelle. Et ça marche très bien, et ça fait de la diversité alimentaire, ça fait de l'agronomie, et donc ça règle le problème des dépendances, et donc on commence à allumer un cercle vertueux. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'agriculture peut être responsable du changement climatique,
Elle peut être victime du dérèglement climatique, mais elle peut aussi apporter la solution au dérèglement climatique. Aurélie Catalot, tout à l'heure, vous parliez d'engrais à base d'hydrogène. Est-ce que ça rentre dans la grande famille des engrais décarbonés et est-ce que ça peut fonctionner ? Oui, ça rentre théoriquement dans cette grande famille-là. Aujourd'hui, par contre, c'est vraiment une technologie qui en est à des stades balbutiants dans l'Union européenne et pour lesquels on est loin d'être très au clair sur la faisabilité économique et technique d'un grand passage à l'échelle. On peut, c'est ce que je disais tout à l'heure, explorons l'opportunité de le faire, mais par contre, dans tous les cas, que ce soit opportun ou pas, on ne peut pas substituer nos importations d'engrais par cette technologie qui n'est pas du tout disponible en quantité et économiquement abordable. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin absolument de réfléchir aussi à la réduction de nos usages et aux leviers agronomiques. Sur la réduction des usages, l'un et l'autre n'est pas contradictoire. Alors, Emmanuelle, sur la réduction des usages, vous êtes d'accord avec ça ou pas? Il faut aller plus loin, plus vite Oui, évidemment, personne ne dit le contraire. La réduction des usages... Mais il n'y a pas d'objectifs nationaux ou de plans? Il y a un objectif européen, Aurélie Catalot l'a mentionné, de division par 2 des usages. Alors après, à quel horizon, pardon? 2050. Donc, on sait qu'on ira. Alors, on a la chance de vivre dans une époque où on a des solutions technologiques qui peuvent apporter des réponses. C'est-à-dire qu'on connaît désormais des cartographies hyper précises des parcelles. On sait où il y a des besoins, on sait où il n'y en a pas besoin, on sait où il y en a moins besoin, on sait de quoi il y a besoin où. Et ça veut dire qu'on peut faire des épandages d'engrais hyper fins. Et on connaît aussi de mieux en mieux la biologie des plantes. C'est-à-dire que l'azote, les plantes en ont besoin quand elles font leurs feuilles. Donc en fait, on sait à quel moment le mettre théoriquement. Mais c'est des modèles qu'on doit adapter en permanence parce que le changement climatique fait que les feuilles n'arrivent plus exactement au même moment qu'avant. Donc en fait, c'est la connaissance fine, énormément de données qui va donner des réponses. Mais encore une fois, c'est fin et c'est lent. Alors pour vous faire sourire tous les trois, regardez notre archive, elle date de 1959, ça a été filmé en Inde, une démonstration que si la musique adoucit les mœurs, elle pourrait aussi peut-être servir d'engrais pour les plantes, en tout cas les faire pousser. On est en 59 effectivement. La musique adoucit les mœurs, dit le proverbe. Son rôle ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, les laboratoires de l'université indienne d'Annamalai étudient l'action des ondes musicales sur la croissance des plantes. Il apparaît en effet que les vibrations produites par des sons musicaux déterminent une amélioration surprenante dans la rapidité et l'ampleur de la pousse de n'importe quelle plante. Tels exemples montrant la différence entre une plante laissée à l'action de la nature et une autre traitée à la musique sont particulièrement suggestifs. Et l'on peut imaginer le temps proche où les champs seront parcourus par des charmeurs de plantes répandant leur engrais musical. Benoît Biteau, je ne suis pas sûr que vous utilisez la musique. Mais vous utilisez quoi alors? Le fumier, le lisier, qu'est-ce que vous utilisez? Et est-ce que du coup, ça facilite aussi vos relations avec les voisins? On sait qu'il y a des Français qui se retrouvent autour de champs et qui s'inquiètent de l'épandage d'engrais. Moi, je revendique être sur une structure qui bénéficie de l'agro-lovigne et non pas de l'agro-bashing. C'est pour faire l'opposition. On aime nos paysans. Et l'anecdote raconte que des propriétaires fonciers m'ont même demandé de prendre leurs terres pour faire ce que je faisais chez moi, chez eux, pour la valoriser. Voilà, oui. Et que j'ai rétrocédé. Moi, depuis que je suis agriculteur, j'ai permis 7 installations, justement en prenant du foncier comme ça et en le rétrocédant. Parce que cet épandage-là, Emmanuel Ducrot, ça fait peur à ceux qui sont à proximité de ces champs. Soyons clairs aussi, dans des villages à proximité. Je ne suis pas sûre que ce soit les engrais qui fassent vraiment peur. Je pense que les gens ont peut-être plus peur des phytosanitaires. Oui, mais les engrais en soi, ce sont des nutriments. Enfin, c'est de l'azote, de la potasse, de la phosphate. C'est des choses qui sont en elles-mêmes relativement inertes. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin pour un débat qui était tout sauf inerte. Merci à tous les trois.